Bonjour les graphes, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler d'histoire. Alors, bien entendu on va parler d'histoire, mais on va trouver une certaine relation avec l'économie. Et surtout voilà, il y a on peut lire ici et là, et puis depuis de nombreuses années, comme quoi c'est la fin du capitalisme, comme quoi on a encore plus de dettes et qu'on ne pourra jamais rembourser, que les États pourront jamais rembourser, etc. Qui ponctionneront les comptes des épargnants et ainsi de suite. Bref, que c'est la fin d'un système et que c'est la fin tout simplement du système de la monnaie fiduciaire telle que nous la connaissons, qui se transforme peu à peu en une monnaie de singe. Donc ça, on va dire, c'est l'idée, mais quelque part, vous avez exactement les mêmes arguments, on peut avoir exactement les mêmes arguments aujourd'hui pour l'entrevoir, et on avait exactement les mêmes arguments en 2008 pour l'entrevoir, en 2000, etc. Je veux dire, ça fait maintenant plusieurs décennies. Si on regarde par exemple le budget de la France, si on regarde le budget étatique de la France, il n'a pas été positif depuis les années 70. Donc derrière, si vous regardez également proportionnellement les niveaux de dette, tout le monde a peur aujourd'hui de niveaux de dette qui sont à 120, 130%. La Chine, c'est quand même 250% de dette par rapport à son PIB. Vous avez également certains États des États-Unis, comme le New Mexico, qui sont également à 250% de leur PIB. Et nous, en Europe, voilà, on ne veut pas aider on ne veut pas aider les pays périphériques qui sont à 110, 120, 130%. Et même à l'époque de la Grèce, je veux dire en 2011, quand il a fallu aider la Grèce, elle, était bien au-delà, mais ça comptait pour 2% à l'époque du PIB européen. Et pourtant, ça n'a pas empêché tout le monde de broyer du noir et de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc là, je ne vais pas me lancer là-dessus, mais l'idée, c'est toujours la même, c'est de se dire qu'à un moment donné, oui, trop de dettes tue la dette. On ne fait que repousser l'échéance finalement en sauvant une crise de la dette, en créant plus de dettes. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que l'on peut, parce qu'on a de la monnaie fiduciaire et que cette monnaie fiduciaire n'est liée aujourd'hui à rien, donc même plus à l'or. Et donc à partir de ce moment-là, clairement, on peut imprimer autant d'argent que l'on veut. Mais si on imprime de l'argent, ça crée de l'inflation. Et l'inflation, c'est la raison première pour laquelle les banques centrales ont été inventées à la base. C'est justement pour apprendre des erreurs du passé et pour pouvoir faire très attention à l'inflation. Puisque l'inflation et surtout l'hyperinflation, ça peut mener à différentes problématiques et notamment jusqu'à la disparition d'un système. Donc voilà un petit peu où on en est. Et du coup, j'aime bien l'histoire, j'aime bien regarder les choses, et du coup, moi, ce qui me plairait là, c'est de faire un parallèle avec l'Empire romain. Donc je vais vous lire un article que j'ai écrit justement pour amener ce parallèle-là. Alors le parallèle, ce qui va m'intéresser justement, c'est de l'avoir dans les commentaires. C'est-à-dire que mon but, c'est pas de vous donner quelque chose de tout cuit. C'est voilà, j'ai un mode de pensée également, mais aujourd'hui c'est un scénario parmi tant d'autres. Mais ce qui va me plaire et ce qui me plairait beaucoup, c'est que dans les commentaires, justement, on puisse échanger et on puisse partager sur la base de ce que je vais vous partager, de l'histoire que je vais vous raconter justement sur la chute de l'Empire romain et les vraies raisons de la chute de l'Empire romain qui ne sont pas, l'invasion des barbares. L'invasion des barbares, je veux dire, ça a été l'une des conséquences et ça a été ce qui a amené réellement la fin de l'Empire, mais on voit que la chute de l'Empire romain prend sa genèse bien avant et même près de 300 ans avant. Donc c'est quelque chose qui a été très long à se mettre en place et on va voir justement pourquoi. Et du coup derrière, quels sont les parallèles que l'on peut éventuellement mettre et que l'on peut discuter ensemble dans les commentaires. Je vous invite après avoir visionné la vidéo et justement où on peut discuter de dire bon ben voilà, on a l'exemple de la chute de l'Empire romain et qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour notre modèle? Est-ce qu'il y a des choses qui sont concordantes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas du tout identiques et qu'on ne peut pas comparer? On va justement en parler dans les commentaires et essayer de débattre un petit peu et d'amener ce débat un petit peu plus loin. Donc, vous le savez, si vous suivez Graph CO Bourse depuis un moment, j'aime l'histoire et je pense que l'histoire est malheureusement un éternel recommencement, faute à l'humain, incapable de tirer les leçons des erreurs de ses ancêtres.
C'est-à-dire que les gens changent, mais malheureusement, la mentalité humaine ne change pas. Et c'est l'une des raisons également pour laquelle les marchés répètent inlassablement les mêmes patterns, les mêmes configurations et les mêmes cycles. Donc Karl Marx ne disait ni... Alors Karl Marx n'a pas dit énormément, il a dit des choses très vraies. Derrière, je pense qu'il faut pousser un petit peu plus la réflexion, mais il a dit quelque chose de très vrai, c'est celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Et alors ça, c'est pas seulement en économie, c'est pas seulement en bourse, hein, c'est dans la vie en général. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Donc c'est pour ça, j'aime bien et je pense que maintenant, on a énormément d'exemples dans l'histoire qui nous permettent justement de voir comment les choses ont pu se dérouler via différents éléments, mais on voit que en fait, même il y a encore quasiment 2000 ans, les choses n'étaient pas réellement si différentes qu'aujourd'hui. Alors depuis la crise des subprimes, on doit s'intéresser à la monnaie fiduciaire, hein, au système monétaire de nos jours, et du parallèle que l'on peut faire avec le système monétaire du Grand Empire, l'Empire romain. Beaucoup aiment à penser que l'Empire romain s'est effondré subitement, faute à la déferlante barbare. C'est faux, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais les causes de l'effondrement de l'Empire romain sont à chercher bien plus en amont, des centaines d'années en amont même. La chute de l'Empire romain fut un processus lent et dû à la faillite d'un système monétaire qui mit en faillite lui-même le commerce et donc l'économie et fit perdre la confiance au peuple. Je vous parle souvent de confiance. Pour moi, le système tient et la dette continuera à grossir et sans aller à la limite tant que le peuple croit au système. C'est uniquement lorsque le peuple ne va plus croire au système, et ça peut prendre énormément de temps, que tout s'effondre. Et donc là, pour le moment, à mes yeux, le peuple, nous croyons encore au système. On peut en effet avoir des doutes, il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour avoir des doutes, mais on continue d'utiliser le système au quotidien, donc on continue de faire confiance au système. Alors du coup, sans être adepte de la fin du capitalisme, hein, je suis assez positif au fond de moi, je pense intéressant d'étudier les causes de la chute de l'Empire romain, sachant que l'on peut potentiellement imaginer comment l'histoire se finit, mais en aucun cas il est possible de savoir quand. Et ça pour moi, c'est la plus grosse problématique. On peut tout scénariser, on peut avoir des hypothèses de travail, tout est bien, mais la problématique c'est le quand. Et ça, je vous l'ai toujours dit, faites très attention aux gourous qui vous annoncent la fin du monde, la fin du capitalisme, la prochaine crise de la dette. Ok, très bien, mais quand? C'est ça, si on veut réellement pouvoir en profiter ou pouvoir s'en protéger, la vraie question c'est le quand. Et ça, malheureusement, personne n'est devin et personne n'est capable de vous dire avec exactitude le quand. Donc, car tout tient à un fil, la confiance de la population dans le système. Pour moi, c'est le fil. Tout tient à un fil, et le fil, c'est la confiance de la population dans le système. Et tant que cette confiance va, on peut aller très loin dans les excès d'un système. On le prouve. À son apogée, le Rome était un empire de 130 millions de personnes. 1 seul million d'âmes vivaient à Rome même. Sur un territoire de 1,5 million de kilomètres carrés, Rome, c'est 80 000 kilomètres de routes, des aqueducs, des amphithéâtres, des temples, des bains publics, une richesse architecturale, culturelle, un système judiciaire et monétaire qui ont par la suite fait défaut au monde pendant tout le Moyen-Âge. Alors comment un empire aussi puissant a pu disparaître? La chute de Rome est à mettre au crédit de ce que nous nommons aujourd'hui la monnaie fiduciaire, soit la monnaie papier. La monnaie de singe lorsqu'elle devient trop abondante, mais nous n'avons rien inventé, loin de là. Au fur et à mesure de l'expansion de Rome, l'Empire a dû faire face à une hyperinflation galopante. Lorsque l'expansion du territoire ni le commerce ne furent plus seuls suffisants pour couvrir les coûts militaires, logistiques, administratifs, il a fallu faire preuve d'ingénierie financière face à l'hyperinflation ainsi générée. Donc il faut savoir que Rome était continuellement dans finalement la recherche de nouvelles terres pour pouvoir ponctionner évidemment des richesses, pour pouvoir augmenter les fruits des différents commerces. Donc c'est pour ça qu'il y avait un enjeu militaire, mais les guerres coûtaient cher et puis à un moment donné, ils se sont retrouvés quand même bloqués par les limites géographiques qui ont fait que c'est là où les ennuis ont commencé, puisque avec les différentes guerres, on a eu une hyperinflation galopante et donc on a commencé à manquer d'argent puisqu'on ne pouvait plus retrouver cet argent en faisant encore plus de guerres. Donc c'est là où il a dû y avoir une réflexion et que du coup,
la réflexion pour continuer à pouvoir dépenser, puisque c'était bien ça la problématique, et chaque empereur voulait dépenser, voulait faire un mausolée, voulait faire un temple, etc. Et donc pour ça, il fallait bien avoir de l'argent. Donc à l'époque, la monnaie romaine principale, c'est le denier, hein, donc ce qu'on peut nommer également denarius pour les connaisseurs. La valeur faciale des pièces équivalait à leur valeur réelle en argent, soit au début, c'était à peu près 4,5 grammes d'argent pur au premier jour de l'Empire. La création de monnaie et donc les dépenses étaient limitées par l'argent disponible dans le royaume, tout comme l'or. Vous aviez l'or, vous aviez essentiellement l'argent, et puis derrière vous aviez le bronze, évidemment. Donc, pour soutenir les dépenses de l'Empire, il fut donc décidé de réduire la part en argent des pièces, tout en maintenant leur valeur faciale. Ça ne vous rappelle rien? Cette fuite en avant continua pendant des décennies, et le denier, autrefois à base de 100% d'argent, arriva à ne contenir plus que 75%, 50%, 25%, 5% et jusqu'à même 0,5% à partir de 265 après Jésus-Christ. Il faut savoir que finalement, ce qu'on peut nommer la dévaluation des pièces d'argent, mais c'était également le cas sur toutes les autres pièces. Je prends l'exemple de la pièce d'argent puisque c'était vraiment la pièce qui avait vocation pour justement le commerce essentiellement. Et l'or, c'était beaucoup plus pour les mercenaires, pour payer les mercenaires, puisque d'ailleurs, les mercenaires, à un moment donné, n'acceptaient plus d'être payés en argent, ils voulaient être payés en or, puisque les pièces d'or, encore jusqu'à une certaine époque, contenaient 100% de leur valeur faciale en or pur, alors que les valeurs faciales, l'argent ne détenait déjà plus à cette époque-là que 50-25%, voire moins, et donc forcément, si vous étiez payé en argent, vous aviez quelque chose de physique, ce qu'on n'a pas aujourd'hui puisque c'est de la monnaie papier, la monnaie fiduciaire, mais déjà vous aviez quelque chose qui perdait de la valeur avec le temps, sans compter que vous étiez du coup avec cette dévaluation dans un monde qui était toujours avec de l'hyperinflation, c'est-à-dire que continuellement votre argent perdait de la valeur année après année. Donc il vous fallait à un moment donné de plus en plus d'argent pour acheter les mêmes biens. Donc du coup, essentiellement, en fait, votre pièce d'argent, elle contenait du bronze et elle avait juste une surcouche d'argent, ce qui faisait que en fait, le peuple très rapidement, au bout de quelques mois en fait d'usure, l'argent, la couche d'argent disparaissait complètement. Il vous restait que du bronze et en fait, c'était visuel que la pièce était de mauvaise qualité. C'était visuel que la pièce en fait ne valait pas l'argent, elle valait le bronze tout au mieux. Donc la prise de conscience du peuple a été rampante, mais ça a mis des décennies, voire des centenaires d'années, comme on va le voir. Donc l'hyperinflation ainsi créée a mis à mal l'Empire dont les conquêtes n'étaient plus suffisantes pour pouvoir soutenir la situation. On commença donc à aller chercher l'argent auprès du peuple avec des taxes accrues, puisque comme on ne pouvait plus aller conquérir de nouvelles terres et puis en fait c'était plus rentable, on n'arrive pas à récupérer suffisamment de ressources, et à ce moment-là, l'idée, ça a été de se retourner vers le peuple, et donc de ponctionner le peuple et de taxer le peuple. Et en règle générale, vous ne pouvez pas, alors à l'époque c'était un petit peu différent, mais aujourd'hui, et surtout ça a été repris lors de la Renaissance, quel est le peuple que vous pouvez réellement taxer? En règle générale, vous ne pouvez pas taxer les pauvres, parce que sinon, c'est pas possible, de toute façon, ils n'ont rien. Vous ne pouvez pas taxer réellement les riches, vous pouvez les taxer un petit peu, mais les très très riches, il vaut mieux pas les taxer, parce que vous avez besoin que leur argent soit consommé. Donc il faut les faire dépenser pour pouvoir justement faire en sorte de contenir les pauvres, de faire une révolution, parce que de cette manière-là, vous avez quand même un minimum de redistribution de richesse. Donc qui c'est que vous ponctionnez majoritairement? Vous ponctionnez majoritairement la classe, ce qu'on appelle la classe moyenne, parce que c'est la seule classe qui du coup va accepter de payer plus d'impôts en général sans broncher, donc qui se plaignent mais ils ne bronchent pas, et pour compenser, c'est là où c'est génial, et pour compenser, c'est la seule classe qui va faire en sorte de travailler plus pour pouvoir gagner plus. Et en gagnant plus, qui va se faire ponctionner encore plus. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est appliqué aujourd'hui. Après, les Français sont allés beaucoup plus loin, notamment en inventant la TVA, qui est un impôt qui, là aussi, est sur les pauvres. Donc là, c'est un petit peu différent, mais je voulais juste faire un petit peu le parallèle. Et l'idée, globalement, est toujours la même depuis des millénaires. Donc du coup, on va aller commencer donc à ponctionner l'argent auprès du peuple, et donc forcément on va ponctionner de plus en plus, puisque
vous êtes dans une fuite en avant et vous êtes dans une hyperinflation et donc vous n'avez jamais assez. Et donc vous continuez d'augmenter les taxes, ainsi de suite. Donc, la problématique, c'est qu'en augmentant les taxes, vous baissez la consommation, donc il y a moins de commerce, et du coup vous paralysez en fait l'économie. Et quand vous paralysez l'économie, vous perdez la confiance du peuple. Et c'est là où finalement vous cassez le système. En l'espace de 50 ans, entre 235 et 284 après Jésus-Christ, l'Empire connut plus de 50 empereurs. Témoignage donc de la période agitée. Lorsque vous perdez la confiance du peuple, vous êtes dans une période agitée, limite de l'anarchie. Et il faut savoir que ces 50 empereurs, la plupart d'entre eux se sont fait assassiner. Donc ça a été quand même une période assez tourmentée. Petit à petit, l'Empire donc se scinda jusqu'à ce que l'Empire romain d'Occident ne cesse en 476 par l'invasion des différents barbares qui ont terminé de couper, on va dire, les routes du commerce qui de toute manière n'étaient plus du tout entretenues depuis déjà des décennies. Et donc finalement, ils n'ont fait que terminer le travail que l'Empire romain avait lui-même engagé avec la dévaluation de la monnaie. On peut partir de la base du postulat que la dévaluation de la monnaie et du coup l'hyperinflation qui a été créée, et le fait qu'ils n'ont jamais su résoudre finalement cette hyperinflation et revenir à un système suffisamment stable, petit à petit, tout s'est éclaté. Donc, on peut donc conclure que c'est essentiellement l'hyperinflation qui détruisit à petit feu l'Empire, bien aidé par la dévalorisation de la monnaie. Donc, en gros, vous comprenez maintenant pourquoi, au XXIe siècle, on a une peur bleue de l'hyperinflation. Je rappelle que l'hyperinflation, c'est ce qui a amené au début du XXe siècle la première vague de populistes et donc évidemment les différentes guerres mondiales. La première et puis surtout la deuxième. Donc on a une peur bleue de l'hyperinflation. Donc ça, c'est quelque chose pour lesquels également les banques centrales ont été créées, c'est pour combattre l'inflation et donc pour éviter qu'on retombe dans ce type-là, parce que forcément l'hyperinflation amène la perte de confiance du peuple, et là évidemment le peuple il vote pour celui qui va lui promettre monts et merveilles, et en règle générale c'est du populisme. Donc aujourd'hui déjà on commence à voir qu'il y a de plus en plus de populisme dans le monde à nouveau qui est en train de revenir, on peut s'en inquiéter, je ne pense pas qu'on est à un point de non-retour, mais pour le moment, voilà, on a des similitudes et donc, en effet, pour celles et ceux qui apprécient l'histoire, on peut se poser quelques questions sur l'avenir, en effet. Et donc, je vous invite dans les commentaires, on peut éventuellement en débattre. Je trouve le sujet particulièrement passionnant, mais toujours la même chose, c'est le timing, c'est le quand, en gros, et on n'est jamais sûr que l'histoire va se répéter à 100% et complètement. Donc, surtout, on peut espérer qu'on a appris de nos erreurs du passé et que donc on va éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que la perte de confiance, on le voit sur la chute de l'Empire romain, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est un processus lent, très lent. Mais dans le cas de Rome qui fut inarrêtable avant la destruction totale et le retour à des systèmes plus archaïques. Aujourd'hui, nous avons un savoir et un fort contrôle vis-à-vis de l'inflation, leçon des crises du passé avec la création de banques centrales notamment. Mais la monnaie fiduciaire est plus que jamais là et comme Rome, nous solutionnons à court terme nos problèmes de dette par encore plus de dettes en dévalorisant les monnaies et à terme en créant l'inflation de demain. L'économie est devenue complexe si bien que l'histoire et ses conséquences sont simples à comprendre, mais les interactions et surtout le temps nécessaire avant que le système atteigne vraiment ses limites et le mur sont impossibles réellement à chiffrer. Tout comme il est impossible de savoir si l'atterrissage se fera en douceur, vers la migration vers un autre système potentiellement, ou comme pour Rome, brutalement par le retour à la barbarie et au système féodal dont il fallut au monde plus de 700 ans pour sortir. Au final, tout tient à la confiance du peuple, l'avènement du populisme et de situations politiques instables peuvent être interprétés comme une première étape. Étape cependant déjà connue par le passé, et dont le capitalisme a su triompher, tout comme Rome a réussi à contrôler la fuite en avant pendant près de 2 siècles. L'histoire reste encore à écrire et peut-être que cette fois-ci, nous pourrons éviter de la répéter. Donc voilà l'article que je voulais vous proposer, un petit peu d'histoire. Voilà, pour votre réflexion, c'est pour avoir une base et pour discuter dans les commentaires. Donc je vous invite
à me retrouver dans les commentaires. N'hésitez pas à parler de ce que vous pensez, hein, bien évidemment. Je pense que nul ne détient la vérité de toute manière et on est là pour en débattre et pour en discuter. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager également pour qu'on puisse accroître justement le nombre de personnes qui vont pouvoir débattre et que ça pourra éventuellement aider à avoir une vision un petit peu plus fine et avoir cette histoire également et connaître cette histoire-là. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous donc dans les commentaires.